édito numéro 8, le trône de fer. Viol et mandoline devant, s'il vous plaît. Le trône de fer, c'est la saga de George Martin qui a fait sensation ces dernières années. On avait en tête que la littérature américaine et historique était une si petite force quand nous autres avions raflé toutes les statuettes du genre qui étaient disponibles avec Maurice Druon, Walter Scott et comparses. Alors, proposer une dystopie avec des forces occultes dans le cœur de la carte, plus ou moins habilement exploitées, un âge des héros, mettez H majuscule, dont toutes les grandes maisonnées savent tirer ce qui les intéresse, et une dualité manichéenne, oui, nous en tenons une, entre premiers hommes et Andal, les deux peuples. Une conquête d'un continent sur un autre, un mythe suprême qui supplante tous les autres, un drame et un seul qu'il faut retenir, et bien sûr, une culture qui ne se mélange pas, mais qui se mélangera la prochaine fois, c'est promis. Qui donc a bien pu décider de compiler les motivations des quêtes médiévales, le capitalisme tendance vénitien et la faculté de tout détruire en un revers de fortune. En France, on ne rougissait pas d'une sous-tendance Disney aux allures d'ouvrir la porte aux dinosaures, qu'ils viennent de Pixar ou d'Hollywood. On avait même toléré les morphoïdes de dragons et les dresseurs aux mêmes montures. On pensait avoir vu le plus beau avec un ou deux très gros péplums, troyens ou crusadiers, et on avait vite séché nos larmes quand on avait rôdé l'Odyssée du dernier Ulysse, où chaque arrêt est une nouvelle île merveilleuse. C'était sans compter sur un nouvel auteur qui avait choisi la voie du roman, sans jamais dire qu'il connaissait le roi Arthur ou les Highlanders immortels, pour asseoir un mythe du roi qui avait assujetti les 7 royaumes au moyen de la guerre, puis proposer une paix éternelle, jonglant entre tolérance religieuse, culture d'œufs de dragon, qui ne donneront plus jamais ni la taille ni le nombre, et nominations honorifiques qui font un jeu des divisions entre les maisons, les entraînant vers le bas. Les plus observateurs relèveront un système féodal et fédéral, trait d'esprit jamais vu. Si M. Martin abrège en gouverneur des nord, sud, est et ouest, on a des oursins sous les fesses à l'idée que l'investiture 21e siècle puisse même ne prendre que 2 chapitres d'affilée chez les chevaliers en armure. Or, ce n'est pas dans cet écueil que l'auteur tombe. Il réussit l'impensable avec ce qui se prête à une photo de départ plus réussie qu'une réception à l'ambassade. Et d'autre part, n'aura de cesse de reprendre ses personnages en alternant assez élégamment qu'ils affrontent de plein fouet ceux qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils sollicitent, comme ils savent le faire, la force conjointe de leur soutien. Mythe de la rupture dans sa déclinaison la plus moderne, ou focus sur tout ce qu'il peut se passer lorsqu'une dynastie n'a plus d'enfants. La succession de la couronne est autant une trame de fond que l'on aime à rappeler l'obscur trône de fer, le siège du souverain. Un emblème qui a tenu et qui tient encore pour ceux qui aiment risquer, les yeux curieux à reconnaître quel seigneur y a laissé fondre quelle arme et quelle fut la chronologie. Dans une déclinaison osée de Jésus-Christ, l'entièreté de la famille Targaryen a disparu du continent Wessos, celui des 7 couronnes. Ici, c'est bien la famille qui a à elle seule exercé la fonction royale pendant plus de 4 siècles. Il est conseillé de se rappeler ensemble
d'au moins un ou deux de ces monarques quand deux seigneurs se rencontrent. Tant tout peut être dit sur ceux qui ont voulu la richesse pour tous et ont déclaré des signes de démence violente pour une moitié des rois. Seigneurs plus importants et plus modestes respectent la vassalité et la suzeraineté. Les fiefs ont des noms rigolos et un nouveau personnage s'introduit souvent en faisant l'étendue de sa connaissance de sa lignée. Les uns se courroucent et les autres émoustillent, si bien qu'on se doute que les premiers chocs des boucliers de bois et des cibles en paille ne sont pas là pour rien. Il est vite question de qui va quérir la nouvelle et qui va porter les armes. Et un affront exige toujours réparation dans les grandes longueurs, puisqu'un gouverneur lève jusqu'à son banc tout entier pour se déplacer en force.